Madame, Monsieur, bonsoir. Généraliser l'anglais dans l'éducation nationale, le go du ministère est donné et c'est de cette question d'actualité que nous discutons ce soir. Dès la prochaine rentrée scolaire, le process d'anglophonisation sera donc enclenché. Le ministère a précisé l'échéancier et ce dans une circulaire adressée hier aux AREF, aux académies régionales de l'enseignement et de la formation. Il s'agit d'un process en 3 étapes. La première, où l'anglais sera enseigné comme langue étrangère dès la première année du collège, et celle-ci couvre 10% des effectifs dans un premier temps. Et en deuxième année du collège, la couverture sera de moitié, donc de 50%. À l'année ou d'ici l'année scolaire 2025-2026, eh bien sachez que, selon le ministère toujours et ses prévisions, la couverture sera entièrement généralisée de la première à la 3e année de ce cycle collégial. Les élèves vont ainsi bénéficier de 2 heures d'anglais par semaine pour chaque niveau du collège, avec une moyenne de 24 heures par semaine pour chaque enseignant. Pour réussir ce chantier, eh bien, une commission centrale de pilotage et de suivi sera mise en place. Elle sera présidée par le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Derrière ce chantier de généralisation de l'anglais, un objectif annoncé donc par la tutelle, celui d'élargir les champs des formations futures qui ne seront ainsi plus limité uniquement au français ou à l'arabe pour certaines filières, une fois l'élève arrivé à l'enseignement supérieur. Sous un autre angle, l'exécutif semble avoir écouté l'opinion publique jeune, car selon une étude commandée par le British Council, 40% des jeunes au Maroc considèrent l'anglais comme la langue étrangère la plus importante à apprendre, contre seulement 10% pour le français. Pour le débat de ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de questions d'actu le professeur Mohamed Gdira. Bonsoir professeur Gdira. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes professeur à la faculté des sciences de l'éducation à l'université Mohamed V de Rabat. Et nous avons également avec nous quelqu'un qui milite depuis quelques années maintenant, pour ne pas dire des décennies, pour justement cette anglophonisation de l'éducation. Il s'agit du fondateur de la London Academy de Casablanca et de Rabat, Samir Ben Khlouf. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter et de participer au débat. Est-ce qu'il y a encore débat par rapport à l'anglophonisation de notre cursus, justement, messieurs? Oui, il y a toujours eu un débat, oui, surtout au Parlement. N'oublions pas que la loi cadre a été bloquée à cause de ça. Les arabisants sont toujours... Les arabisants, je dirais, les fanatiques de la langue arabe sont toujours là. Les poches de résistance sont toujours là. Je vous rappelle tout simplement que dans la commission parlementaire chargée d'étudier la loi 5107, enfin la loi cadre, il y avait 2 qui étaient contre, il y avait 16 abstentions. Et à cause de ça, et c'est pour ça qu'on traîne toujours. On fait de l'idéologisme. Il n'y a pas d'idéologie. Alors justement, en parlant d'idéologie, est-ce qu'il y a une idéologie quand même francisante qui défend le français? C'est pour ça que en fait, le débat, c'est vraiment, est-ce qu'il y a aujourd'hui encore un débat sur est-ce qu'il faut rester sur le système francophone ou totalement switcher vers l'anglais? Madame, en 1989, j'ai donné une conférence où j'ai insisté sur cette transition linguistique français-anglais. Ça fait maintenant plus de 34 ans. D'accord? Et à chaque fois, les gouvernements qui viennent essayent de débattre, mais il y a toujours des poches de résistance. Alors là, c'est tranché du coup par rapport à ces poches de résistance, vous pensez, avec cette circulaire du ministère de l'Éducation nationale? Ce n'est pas la circulaire, ça a été voté. Il y a la législation. Absolument. Il y a énormément de facteurs, la stratégie 2015-2030, etc. Donc, pour moi, c'est tranché du moment. Et c'est la première circulaire depuis 2000 qui tranche sur la question de l'anglais comme support, comme langue d'enseignement et comme langue, je dirais, comme seconde langue d'apprentissage. Et ça, moi, je trouve que c'est extraordinaire. Je ne peux que féliciter Sebne Moussa, parce qu'après 23 ans, depuis la charte, c'est la première circulaire. Très bien. Voilà. Nous aurions voulu avoir avec nous un représentant du ministère, mais malheureusement, il n'a pas pu être des nôtres ce soir pour le débat. Mais
L'autre débat et l'autre question qui se pose, est-ce que, Samer Belmkhlouf, on est en train de vivre vraiment le déclin du français? Je reviens à la question que vous venez de poser par rapport au débat. Je crois qu'il n'y a plus de débat sur le fait que la langue anglaise doit être apprise par les Marocains en tant que langue de communication. Mais le débat se pose si cette langue va être une langue d'enseignement des mathématiques, des sciences, matières scientifiques, oui. de la médecine, de la finance, de tout ce qu'on enseigne de manière d'informatique. L'innovation. Oui. L'innovation. Et c'est ça, c'est ce qui va nous propulser vers une autre ère. Maintenant, par rapport à la langue française, beaucoup de jeunes trouvent une facilité de s'exprimer en langue anglaise. Absolument. Vu le fait qu'à peu près 60% du contenu sur l'Internet est en anglais. Beaucoup plus que ça, c'est 80%. Moi, c'est des chiffres que j'ai pris ce matin. Et la deuxième langue après la langue anglaise, elle se positionne à 4 ou 5%. Donc l'écart est énorme. Et on l'a vu durant le Covid, ce manque de contenu éducatif qui va être dispensé à cette génération que des gens appellent génération Z. Moi, je l'appelle la génération TikTok. C'est une génération audiovisuelle qui ne veut pas lire, qui ne veut pas écrire, qui veut juste se prononcer et communiquer. Et la langue anglaise, c'est la langue qu'elle trouve le plus facile, que ce soit en prononciation, que ce soit... Parce que c'est une langue qui se passe sur le fond et non pas la forme. On peut mal se prononcer en anglais, mais personne ne va rire « Ah oui, tu as mal prononcé ». Et c'est ce qui rend à ce que la langue soit facile. Accessible. Accessible. Alors, c'est intéressant parce que c'est une génération TikTok et c'est une génération qui s'exprime. Oui. Et en s'exprimant, justement, j'y faisais référence dans mon introduction dans cette étude du British Council, qui est une sorte de sondage. Eh bien, messieurs, on y apprend que plus des 2/3 des jeunes Marocaines et Marocains sont convaincus que, eh bien, dans les 5 prochaines années, l'anglais parviendra à remplacer le français comme première langue étrangère au Maroc. Jusqu'à quel point cette prévision émanant de la jeunesse marocaine est-elle réaliste, selon vous, Mohamed Gdira, en tant qu'expert de l'éducation? Sur le fond, je suis tout à fait d'accord. Mais sur le nombre d'années, je ne pense pas. D'ici 5 années. C'est vrai que la langue anglaise, c'est une langue dynamique, facile à assimiler et à apprendre. C'est une langue, je dirais, parlée par 1,6 milliard d'habitants dans le monde. Elle est dynamique dans le sens où elle produit un mot chaque 98 minutes. Nouveau mot. D'accord? Et elle produit, laissez-moi vous dire, en moyenne, 5870 mots par an. OK? Il faudrait suivre. Hein, Oui, alors là, je peux vous dire beaucoup plus, madame. Depuis 1er janvier jusqu'à maintenant, avant de rentrer, j'ai vérifié, il y a 2339 nouveaux mots en anglais. Quelqu'un peut me dire que produit l'arabe, maintenant? Que produit le français? Donc, uniquement pour ça, moi, j'adhérerais. Nonobstant, je dirais, tout ce qui est scientifique, publication, etc. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. On s'est accroché au français parce qu'il y a un résidu, je dirais, historique. Mais en termes de science, 80% des publications, au niveau des revues indexées, sont en anglais. Oui, ça c'est important pour la recherche. Beaucoup plus que ça. L'anglais est la langue officielle dans 60 pays, dans toutes les organisations internationales, régionales, etc. Qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qu'on a attendu depuis le temps? Depuis, je dirais, la charte. On a commencé à débattre en 99. Ça fait maintenant 24 ans. Donc il y a un problème, il y a un hic quelque part. D'accord. La plupart aujourd'hui des multinationales exigent dans un CV la maîtrise de l'anglais. D'accord. Comme a dit Seven Mkhlouf, 80% des publications sur les réseaux, c'est en anglais.
Est-ce qu'il s'agit juste d'une question linguistique ou c'est tout un tout, en fait, en gros? Est-ce que finalement, cette jeunesse marocaine, juste je termine ce point, est-ce que cette jeunesse marocaine n'a-t-elle pas adopté ce mindset complètement anglophone qui est très, très différent de celui de l'Hexagone, ou francophone, francophile même, et que c'est à partir de cela qu'il y a cet attrait aussi envers cette langue? C'est sûr que c'est un état d'esprit, une mentalité, et qui est assez futuristique, même en termes de carrière. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? On parle de youtubeurs, on parle d'influenceurs, influencers, on parle de commerce électronique, e-commerce, on parle de mobile commerce, on parle de mobile payments. Tout ça n'est pas venu de la France, c'est venu du monde anglo-saxon. L'anglais, c'est une langue universelle. Et c'est un état d'esprit pour sortir des entrepreneurs. Ce que je dis, la différence des systèmes, c'est un va te sortir des entrepreneurs et des employeurs, et l'autre va te sortir des employés qui veulent tous travailler pour l'État. Il faut qu'on approche, qu'on dise la réalité. Et donc, moi qui ai fait mes études aux États-Unis, mes collègues, quand on est sortis, c'était durant une période de récession, tout le monde pensait à créer son entreprise. Personne ne cherchait à travailler pour l'équivalent de l'OCP aux États-Unis. Okay? Donc, c'est pour ça que cet état d'esprit qui convient aux jeunes, qui leur donne une liberté, qui leur donne une espérance d'avoir une vie meilleure, qui les rend internationaux en termes de recrutement. C'est-à-dire que si on maîtrise la langue anglaise, moi j'ai vu des jeunes à la 2e année universitaire, je suis prêt à les recruter tellement ils s'expriment bien, tellement ils sont prêts à l'emploi. Alors que d'autres, ils cherchent qu'à avoir un diplôme. C'est-à-dire que le système éducatif français est... Si j'ai parlé de la langue française qui est en déclin, est-ce que ce système, selon vous, est en déclin? En toute objectivité, parce que je sais que vous prêchez pour votre paroisse, mais... Je ne dis pas que c'est en déclin, mais je crois qu'on est trop resté sur une comfort zone. Jusqu'au jour où les Marocains qui, normalement, allaient passer leurs études universitaires en France, on a commencé à avoir des difficultés, ou bien même la France a commencé à enseigner en anglais. Et c'est là qu'on s'est réveillé. On s'est dit, il faut qu'on voit autrement. J'ai été approché par une université en Chine qui enseigne tous ses parcours en anglais, en Chine. La Chine, d'ailleurs, c'est le plus grand pays qui investit dans l'éducation anglaise. Oui, vous avez dit ça. Et quand j'ai posé la question, combien ça coûte un cursus de bachelor en ingénierie en Chine, ça tourne autour de 24 000 dirhams par an. Donc c'est quelque chose qui est abordable pour beaucoup de Marocains qui peuvent suivre au-delà du baccalauréat. Ils n'ont pas à se dire, après le bac, qu'est-ce que je vais faire? Si je peux rajouter... Alors, juste avant le bac, oui, bien sûr. Si je peux rajouter quelques éléments. Alors, il y a des études suédoises qui ont démontré, et c'est des recherches sérieuses, que l'apprentissage de l'anglais, en plus de la langue maternelle, restructure positivement la cognition et la pensée de la personne. Oui. Eh bien. Voilà. C'est une étude qui est apparue en 2013 ou en 2014, une étude suédoise. C'est un ensemble, c'est une étude, je dirais, longitudinale. Ce n'est pas une étude qui est fixe dans le temps. Et donc, quelque part, en plus de ça, il faut dire que 95% des meilleures universités au monde sont anglophones. Oui, bien sûr. Voilà, avant d'arriver à l'université et même au lycée. Donc là, on va peut-être revenir en détail ou sur les détails de cette circulaire donc, du ministère de l'Éducation nationale. Elle a été distribuée hier même au niveau des académies. Alors, qu'est-ce que prévoit ce changement radical en ce qui concerne nos étudiants, nos élèves ou nos collégiens? Pour l'année scolaire 2023-2024, la langue anglaise sera donc inculquée aux élèves avec un taux de couverture de 10% pour la première année et 50% pour la deuxième année. Qu'est-ce que signifie cela, professeur Gdira? Ça signifie qu'on a choisi un échantillon et cet échantillon, si ça marche, 10% première année collège, 50% deuxième année collège, écoutez, ça sera une belle expérience avec une bonne évaluation. Maintenant, le go est donné, comme vous l'avez dit, et par conséquent,
on va évaluer, on va redresser, on va sanctionner, il n'y a aucun problème. La volonté est là, l'implantation est là, l'implémentation est aussi là. Qui va implémenter? Bah, écoutez, c'est ça le problème. Oui. J'allais en venir. Il y a un problème de ressources humaines. Anglophone. Maintenant, oui, anglophone. Et quand vous dites un problème de ressources humaines anglophones, est-ce que ce sont que des profs d'anglais Oui. ou ce sont des profs de matières scientifiques qui vont donner des cours? Parce que là, moi, personnellement, je trouve qu'il y a quand même un amalgame. Est-ce que c'est juste pour apprendre l'anglais pour parler? Pour le moment, oui. C'est apprendre l'anglais dans les 4 premières années, c'est-à-dire les années à venir, c'est uniquement pour apprendre l'anglais comme langue étrangère. Ça, c'est... Maintenant, dans les années à venir, les 5 années, on va peut-être se préparer, je dis peut-être, hein, en tout cas, il y a de la bonne intention, on va y aller, il n'y a aucun problème. Mais je pense que... vous avez parlé de comité de pilotage. Il faut un comité de contrôle et un comité... pilotage et suivi. Alors... Voilà, c'est ce qui a été annoncé, c'est la création d'un comité de pilotage. Il n'y a pas de problème. Pour la mettre en œuvre, hein, cette circulaire. Il faut une commission à part, hein, pour pouvoir évaluer, pour pouvoir contrôler. On ne peut pas être au four, enfin, je dirais dans la commission et des évaluateurs de cette commission. Mais si c'est un échantillon, donc c'est pas sur l'échelle nationale, c'est pas très grand, donc c'est plus contrôlable. Mais c'est 300 et quelques mille élèves. Attention. Maintenant, pour piloter 300 et quelques mille élèves, combien de personnes dans la commission? Et la commission, pour la commission qui sera pilotée par le ministre, bien sûr, mais par le secrétaire général. Par le secrétaire général, dans la pratique. Alors là, ça posera problème. Donc, c'est une charge d'un chantier supplémentaire pour le secrétaire général. Oui. Bon, effectivement, il y a aussi la participation des académies, il y a la participation des académies, bien sûr des enseignants, exactement. Oui, tout à fait. Des partenaires internationaux du ministère. Mais je n'ai jamais adhéré à ce que l'évaluation soit faite par la commission de pilotage. C'est une autre histoire, nous y viendrons. Alors, puisqu'on parle de ressources aujourd'hui, quel est le profil type d'un professeur d'anglais? Alors, j'ai lancé l'école il y a à peu près 7 ans. Et dans le temps, il y avait un bac marocain option anglaise. Donc avant que je devienne une école dans l'accord bilatéral entre le Maroc et l'Angleterre, j'étais une école marocaine privée avec une autorisation d'exercer, c'est-à-dire de former les jeunes pour avoir un bac international option anglaise. On ne trouve pas des Marocains qui enseignent les maths en anglais. En tant que prof d'anglais, bien sûr... Non, je parle que prof d'anglais. Prof d'anglais, si on veut juste un prof purement d'anglais, il y en a. Maintenant, il n'y en a pas des milliers. Peut-être que sur tout le ministère de l'Éducation, j'ai entendu dire du nombre de 9000. OK? Je ne sais pas si c'est le nombre exact, mais est-ce que c'est suffisant? Et si on va faire c'est-à-dire quand on parle de 300 000, il faut qu'on parle de... Peut-être qu'il faut ajouter 3 000 ou 4 000. Est-ce qu'on est capable d'ajouter 3 000 ou 4 000 du jour au lendemain? Et de les former. OK? Et de les former et qu'ils soient prêts. Et l'anglais, c'est une langue où il y a beaucoup d'interactions et d'utilisation de technologies. Donc ça veut dire qu'on doit former non seulement les profs à enseigner en anglais, mais d'avoir des profs avec une pédagogie de facilitateur et non pas de la source de l'information. Et là, on rentre dans d'autres questions pédagogiques. Mais je reviens toujours à ce qu'on utilise l'anglais comme langue d'enseignement. Et malheureusement, on a créé le lycée. Il n'y avait pas de collège, il n'y avait pas de primaire. Et là, il n'y avait pas aussi d'université. Il n'y a pas de programme en anglais, des bachelors dans d'autres maths. Par exemple, le business. Je crois qu'on vient de lancer la médecine en langue anglaise, ce qui est une très bonne chose. Donc je crois qu'il y a 1 ou 2 universités qui font ça. Et c'est ce genre de choses qu'il faut qu'on accélère. On ne peut plus rester dans des programmes pilotes. Il faut qu'on généralise ce genre d'éducation. Alors, en septembre dernier, il y a eu cette annonce à l'occasion de la rentrée scolaire par le ministre de l'Éducation nationale, Chakib Ben Moussa, en conférence de presse, qui a annoncé le recrutement de 20 000 enseignants parmi les cadres des académies régionales d'éducation et de formation. Donc,
en gros, on s'attend à ce qu'il y ait une vague de recrutement, peut-être même des recrutements étrangers. Il n'y a pas de mal à cela. Non, il n'y a aucun mal à cela. Maintenant, si on ne trouve pas sur le bassin, enfin dans le bassin marocain, on peut se référer à l'étranger. Absolument. Et maintenant, nous avons le chemin, je dirais, l'autoroute vers l'Afrique. Oui. Donc, on peut aller chercher des anglophones, il n'y a aucun problème. Et même, je dirais, des anglicistes. Moi, je ne vois pas. Et dans la coopération internationale, Oui. parce que c'est un projet où la coopération internationale est intégrée. Donc, C'est une bonne chose. c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Très Alors, bonne chose. moi, je voudrais vous interpeller sur quelque chose. Nous connaissons la réalité. Alors, avant qu'on parle de l'indice English Proficiency Index sur l'anglais, mais on connaît déjà la réalité sur le français qui est enseigné depuis un demi-siècle. Et dont le niveau ne cesse de se dégrader dans nos collèges, dans nos écoles. Alors, comment éviter de tomber dans le même piège? Et ce n'est pas de la faute aux élèves, c'est aussi la qualité de l'enseignement en telle ou telle langue qui leur est donnée, qui fait défaut aujourd'hui. Comment éviter de tomber dans le même piège? Je pense que la responsabilité est partagée. Ce n'est pas la faute des élèves, mais il ne faut pas pointer du doigt quand même uniquement les professeurs ou le ministère. Nous sommes dans une approche systémique. Il y a plusieurs éléments qui composent le système, entre autres l'élève et la famille des élèves. Bien sûr, il y a le professeur, il y a le ministère qui a la responsabilité politique, et puis il y a les directeurs d'académie, il y a le programme, il y a la pédagogie, etc. Bien sûr, je rappelle que les résultats de Pearls sont sortis et les résultats sont catastrophiques pour le Maroc. Nous sommes avant-derniers. Donc, ça, c'est problématique. 60. Bon, on a fait un petit saut, on a progressé, d'accord? Mais on est toujours à la traîne, quelque part. Vous faites référence à quel indice exactement? Au PILS, la capacité de lecture. Très bien. Voilà, la capacité de lecture au CM1. Ah oui, oui. La quatrième année, oui, la quatrième année du primaire. D'accord? C'est vrai qu'il y avait la pandémie, d'accord? Ça a été fait durant la pandémie. Les résultats viennent de sortir il y a 1 mois, je pense, ou 2 mois. Et donc, nous sommes toujours à la traîne. Vous avez tout à fait raison. Il faut éviter cela. Et pour éviter, il faut, je dirais, un profil de professeur d'anglais bien recherché, bien formé. Et moi, je peux vous dire qu'un professeur d'anglais doit maîtriser d'abord la langue, doit maîtriser la pédagogie, doit maîtriser l'approche par le ludique, le jeu, doit maîtriser les soft skills et doit être open-mind dans l'esprit et la culture, je dirais, anglo-saxonne. Voilà, grosso modo, je peux aller détailler encore plus. C'est le profil idéal. Idéal. Maintenant, est-ce qu'on a ce profil ici? Je rappelle que même l'université marocaine est responsable des frustrations et des scléroses des étudiants, dans le sens de la relation professeur-étudiant, est très très distante. Donc comment former des gens qui ont des soft skills alors que déjà, lorsqu'ils sont étudiants, il y a un hic, il y a problème. C'est ça Voilà. La notion de proximité... Mais vous inculquez cela, vous, les sciences de l'éducation? Oui. C'est-à-dire que c'est une science en soi. Oui, mais il n'y a pas de problème. Moi, je parle des autres facultés. Je ne parle pas de... Parce que nous, on reçoit soit des licenciés. Avant, on recevait des licenciés pour faire un master ou un doctorat. Et donc, les gens viennent avec énormément de frustrations. Vous en pensez quoi, vous, de cette limite d'âge qu'avait imposé monsieur le ministre Ben Moussa par rapport au recrutement de ces professeurs? Il y a 2 approches. Il y a une approche sociale. Vous avez parlé d'openness, d'ouverture d'esprit, pardon. Oui. On a carrément bifurqué vers l'anglais. On parle d'ouverture d'esprit, on parle de cette jeunesse d'esprit, finalement. Est-ce que l'âge n'est pas un prérequis aussi pour avoir ce genre de profil? Oui, je suis tout à fait d'accord, sauf que je ne suis pas d'accord sur la chose suivante.
Il n'y a pas eu de débat pour trancher. Est-ce que c'est 25 ans, c'est 30 ans, c'est 35 ans? Ça, c'est un problème. Des décisions prises de cette manière-là, d'une manière arbitraire, je ne peux pas être... je ne peux être qu'en désaccord. Après, on ne sait pas si c'est arbitraire, ça a été basé peut-être sur une étude. Je veux dire, si vous la connaissez, vous pouvez me la donner. Non, malheureusement, nous aurions aimé poser la question au ministère. Nous leur avons adressé une invitation hier, en tout cas un de leurs représentants, mais malheureusement, il n'a pas pu être avec nous. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous pensez que vous, en tant que professeur, ou en tout cas que corps académicien ou académique, vous auriez dû être approché avant que... Pas moi en tant que personne, mais le corps universitaire. Le corps universitaire de manière générale. Il y a des commissions dans les académies, dans les universités. Il faut débattre, il faut discuter, il n'y a aucun problème. Quelle différence y a-t-il entre 30 ans et 35 ans? Entre 25 et 30 ans? Il faut raisonner par intervalle. Il ne faut pas raisonner par point fixe. 30 ans, 35 ans. Non. Une approche sociale, il faut aller jusqu'à 45 ans, comme ont fait les gens du PJD lorsqu'ils avaient la responsabilité. Hein, mais la on logique... ne va pas politiser le débat. Non, la logique scientifique, il faut le reconnaître, ça a été dit officiellement. Hein, la logique scientifique, c'est autre chose. C'est-à-dire que pour moi, 30 à 35 ans, c'est logique. D'accord. Alors, une question de logique, justement. Samer Belmkhlouf, vous êtes à la tête d'une institution privée. Est-ce que vous pensez que ces best practices-là sont transposables dans le public? Bien sûr qu'ils sont transposables dans le public. Je dirais même que la solution est un partenariat public-privé. Je m'explique. Dans les pays comme les États-Unis, comme l'Angleterre, etc., il y a des écoles, ce qu'on appelle des charter schools. C'est des écoles privées où l'État paye par tête. Donc au lieu que le citoyen paye, du contribuable, l'État paye pour ces jeunes et l'État joue le rôle de régulateur et non pas d'opérateur. Okay, donc beaucoup de savoir, beaucoup de pratiques qui sont dans le système privé, c'est de l'éducation. Il n'y a pas de... Dans l'éducation, c'est juste la source de qui va payer pour l'éducation qui est différente. Mais le reste, c'est la même chose. Et je dirais, moi, je suis ouvert à partager tout notre savoir, tout ce qu'on a fait avec le système public et voir comment on peut collaborer ensemble. Alors, qu'est-ce que vous appelez par partenariat public-privé? Parce que là, on a commencé par le débat, ça va être débat. C'est le fil conducteur. Alors, vous savez très bien que cette question est sujette à débat. Parce que quand on dit partenariat public-privé pour des services sociaux, à caractère social, ouais. C'est une sorte de privatisation. Ça existe déjà au Maroc. C'est-à-dire qu'il y a des écoles, d'ailleurs, qui ont été reprises par l'OCP et qui sont données à des publique. à qui on a donné à des opérateurs privés, qui sont gérés par des opérateurs privés, mais le citoyen, l'élève ne paye rien. C'est l'État qui paye pour ce jeune. Pourquoi pas au Maroc? OK? Et je crois qu'il y a beaucoup d'opérateurs. Et si l'opérateur n'est pas bon, on va remplacer l'opérateur. Déjà, on sépare entre le mur et celui qui va gérer cette école. Combien coûte un élève par an à l'État? À l'État, aujourd'hui, ça varie entre 7 000 et 8 000 dirhams par an. Par élève? Par élève. 8 000 dirhams? Oui. Tout cycle confondu? Oui, j'ai donné une moyenne. Une moyenne. Je ne parle pas de l'université. Oui, oui. Non, j'ai pris le budget de l'État, j'ai divisé par le nombre d'élèves, et ça donne 8 000 dirhams. 8 000 dirhams. Ouais. Est-ce que 8 000 dirhams, c'est suffisant pour l'option ou l'approche des écoles charter que vous avez évoquées? Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir une éducation de qualité à 8 000 dirhams par tête? C'est le début d'une discussion. Parce combien coûte aujourd'hui un élève dans une école privée à ses parents, en moyenne? Ça commence à partir de 7 000 dirhams jusqu'à 150 000 dirhams. Il y a de tout. Il y a 6 800 écoles privées au Maroc. C'est là où le bas blesse, c'est qu'il y a vraiment de tout et qu'on applique les tarifs qu'on veut. Et il n'y a aucun contrôle. Non, il n'y a pas de contrôle. On n'applique pas les tarifs qu'on veut. Si. C'est-à-dire le parent, il y a des quartiers,
il y a des bâtiments, il y a des profs, il y a des sources de profs, etc. Il y a des écoles. Il y a des écoles. Donc, aussi, non, s'il vous plaît, parce que c'est un point très important. Non, c'est un point sensible et important, mais chacun que... applique ce qu'il veut comme tarification. C'est un fait aujourd'hui. Et nous sommes dans une économie libérale. Il n'y a pas de mal à ça. C'est le marché qui décide. Absolument. Exactement, mais il y a des charges. Il y a des charges pour ces écoles. Ok, et donc il y a le seul revenu que ces écoles ont, c'est les parents qui contribuent. Moi, alors, je pose la question, pourquoi quelqu'un qui met son enfant dans une école privée paye en même temps pour sa place dans une école publique et du net, il va payer sur l'école privée? Je peux vous répondre, même si ce n'est pas mon rôle de répondre à ce... moi, je suis là pour poser des questions, mais le constat est là. Vous avez parlé tout à l'heure des États-Unis, du Canada et d'autres pays. Ces pays-là, quelle est la part du contribuable dans l'ensemble de la population? Là, il y a une question qui se pose. Or, que chez nous, le contribuable, ce qu'on appelle le contribuable, c'est lui qui paye les taxes qui sont utilisées dans le privé par des non-payeurs d'impôts. Qu'on se le dise, c'est une réalité aujourd'hui, Samer Ben Khlouf. C'est-à-dire que le salarié, le fonctionnaire, le chef d'entreprise paye ses impôts à l'État. D'autres, un large pan de la population marocaine ne paye pas ses impôts à l'État. Il faut bien que quelqu'un paye. Hein. Donc, par contre, dans d'autres pays, tout le monde paye, ou presque, paye ses impôts. Mais si moi je paye ses impôts, j'aimerais bien avoir le choix de mettre mon enfant avec ses impôts dans le privé ou le public. Parce que oui. Mais aujourd'hui... Non, vous n'avez pas trop le choix. J'ai pas trop le choix. Oui, mais et là, je reviens encore à ma question. Si l'État venait à payer, est-ce que les 8 000 dirhams seraient suffisants par an? Ils ne sont pas suffisants. Ils ne sont pas suffisants. Pour avoir une éducation de qualité, ce n'est pas suffisant. Parce que, ça coûte... Est-ce qu'il faudra augmenter le budget? Les 8 000 dirhams la totalité représente le 1/4 du budget de l'État. Donc même si on multiplie par 4 tout le budget de l'État, je vais dire que ce n'est pas la qualité d'éducation qu'on voudrait avoir. Maintenant, il faut penser autrement. On ne peut pas réfléchir de la manière traditionnelle dans l'éducation. Et c'est là où la technologie peut jouer un rôle. Là, je mets ma casquette de quelqu'un qui vient du monde de la technologie. Et on a vu un petit peu ce qui s'est passé durant le Covid. Et on a vu que la technologie peut aussi avoir un rôle dans l'éducation. On parle de blended learning aujourd'hui. Au lieu qu'on reste toujours sur du papier, sur des livres, etc., on peut dispenser pas mal de contenu sur Internet. Il y a beaucoup de choses à améliorer qui va coûter beaucoup moins cher à l'État que ce qui se passe maintenant. On est toujours dans une éducation et une approche des années 80. On n'a rien changé. Il faut sensibiliser peut-être aussi parce que c'est bien de créer du contenu, mais est-ce qu'il faudrait aussi faire aimer ce contenu au réceptacle, aux récepteurs? Les enfants veulent apprendre de manière interactive. On ne peut pas avoir de l'interactivité avec un cahier et un livre. Mais sur une tablette, on peut appuyer sur un bouton. Encore faut-il avoir accès à cette tablette et à Internet. On a 26 millions, là, je ne sais pas, 30 millions de téléphones smartphones. Pourquoi on dit qu'on n'a pas accès? On a accès à la technologie. Les enfants, ils sont toujours sur YouTube. Même celui qui n'a pas d'argent, il a un smartphone. Avec un smartphone, on peut dispenser de l'éducation. On peut dispenser des exercices. On peut dispenser du contenu. Arrêtons de dire qu'on n'a pas. Alors, il faut que les parents s'impliquent peut-être davantage aussi. On a. Maintenant, ils passent leur temps à écouter de la musique ou bien jouer sur des jeux au lieu d'avoir un contenu éducatif. Oui. Professeur Gdira, je sens que vous avez envie de rebondir sur... Oui, de rebondir, parce qu'on parle de technologie, la circulaire mentionne les TIS, technologie de l'information, de communication appliquée à l'enseignement. C'est-à-dire que maintenant, si je prends à la lettre la circulaire, on va appliquer les TIS dans l'enseignement de l'anglais. Il n'y a aucun problème. Et maintenant, on peut apprendre l'anglais à distance. Il n'y a pas de problème. Tout le monde le font déjà. Il y a même des cours sur les réseaux sociaux, etc. Donc, il ne faut pas dramatiser, je pense, au niveau de l'anglais. Ça va bien se passer, je l'espère. Ça va bien se passer, il n'y a aucun problème. Je le dis et je le répète, il faut séparer le comité de suivi et de pilotage du comité d'évaluation et de contrôle. Parlons-en. Pourquoi? Voilà. Écoutez, on ne peut pas être
à la fois Juge et partie. juge et partie, premièrement, et deuxièmement, vous savez, la senteur vient toujours de la source. Et par conséquent, ces personnes-là vont nous dire la hamzine. Non, il faut toujours séparer l'évaluation, le contrôle, l'audit. Le suivi, il n'y a pas de problème. D'accord ? Le pilotage, il n'y a aucun problème. Mais il faut des contrôleurs neutres. Et je pense que durant l'évolution de l'éducation nationale, c'est le problème qu'on a vécu. On est juge et partie. Alors, quand vous dites neutre, c'est-à-dire, on parle quand même dans le cadre d'une institution. Est-ce que cette institution devrait être reliée directement à la primature, c'est-à-dire détachée du ministère? C'est ce que vous Oui, insinuez? détachée, du moins, du comité du pilotage. D'accord. Voilà. Il faut qu'il y ait une distance entre le comité de pilotage et ceux qui vont faire de l'évaluation et de l'audit et, je dirais, juger de l'état d'avancement du projet en question. Parce que dans un pilotage de projet, il y a toujours des auditeurs externes, il y a toujours des évaluateurs externes. Voilà. On est audité par l'OECD qui a dernièrement, en 2019, le dernier rapport sur 78 pays. On est classé 75e, je crois. Et c'est un test sur la lecture, les maths et les sciences. Ouais, c'est ce qu'il a cité tout à l'heure. Et là, on est... Ce que vous avez mentionné, c'est pour le pour primaire. la lecture. La lecture du primaire. Le PISA, c'est pour les enfants, les élèves de 15 ans. Oui, PISA, c'est les élèves de 15 ans. J'ai parlé des résultats, des derniers résultats de Pierce et non pas de PISA. Oui, mais l'un dans l'autre, c'est un peu la même chose. Enfin, oui, c'est un peu la même chose. Peut-être les indices changent, mais le résultat est le même. On est en bas du classement en ce qui concerne... c'est l'audit international. Le résultat... Oui, c'est l'audit international, absolument. Mais là, c'est un audit qui est particulièrement, qui devrait viser la mise en place et la mise en œuvre de cette ambition, de ce chantier de généralisation de l'anglais. Alors, quid du lycée? Pardon? C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe au lycée maintenant que on prépare ces jeunes? Donc, le lycée, l'anglais est déjà prévu. Donc, dans non, le cursus... c'est déjà dans le lycée, mais dans le collège. Mais dans le lycée, pourquoi sommes-nous à la 71e place sur 100 sur l'indice English Proficiency? Bon, cela dit, on a gagné des points depuis 2019. 76e place en 2019, nous on est 71e, on est devant le... Alors pour le classement 2022, on est devant le Qatar, où l'anglais est première langue étrangère à enseigner, n'est-ce pas? Plutôt c'est la langue arabe qui est... Mais là, on parle de langue étrangère. De toute façon, directement, quelle est la question? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Non, ce que je veux dire, c'est que on a quand même l'anglais qui est dispensé dans les lycées, alors qu'on reste quand même dans le bas du classement de l'indice English Proficiency. Oui. Mais l'anglais, si on apprend l'anglais 2 heures par semaine, ça ne change rien. Vous avez posé la question tout à l'heure par rapport au fait qu'on est en train de réduire un petit peu notre savoir en arabe et en français. Moi, quand j'étais jeune, on passait, toutes les matières scientifiques étaient purement en français et toutes les matières littéraires étaient purement en arabe. Donc ça faisait un équilibre et le niveau était assez élevé et les examens étaient assez élevés. Là, on a baissé le niveau et on a chamboulé les mathématiques. Non, on n'a pas baissé le niveau. Oui. Il y a un désengagement des familles, il y a un désengagement des élèves, il y a un désengagement des professeurs. Mais quand même, les gens arrivent à avoir le bac. Lorsque vous dites qu'on a baissé le niveau, ça veut dire que c'est quelque chose qui est voulu. Moi, je ne pense pas. Ce n'est pas quelque chose qui est voulu. C'est-à-dire, sur le constat, le niveau a baissé, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, ce qui a fait, c'est tout un ensemble d'accumulations d'éléments négatifs qui ont fait qu'on est devenu ce qu'on est actuellement. Je m'explique, je dis le niveau a baissé. Oui. Quand je prends quelqu'un qui a eu le bac il y a 30 ans et le bac maintenant, en termes de communication, en termes de mathématiques, en termes d'éthique, en termes de beaucoup de choses, le niveau a baissé. Je prends le même niveau. Oui.
et le niveau a baissé. Donc c'est le constat. Non, moi je dis, parce qu'il y a certains qui disent... Mais là, ce que vous dites, vous, c'est les causes peut-être, voilà, pourquoi le niveau a baissé, mais en fait, vous êtes d'accord, voilà, dans le sens où, effectivement, le niveau a baissé parce que tout le monde a jeté l'éponge, voilà, les parents, l'école et l'enseignant. Alors moi, la question que je me pose, sincèrement, vous avez parlé tout à l'heure d'utiliser les outils technologiques. Est-ce que c'est une question, encore une fois, de forme ou de fond? Parce qu'on a des exemples de pays où, excusez l'expression, les élèves sont peut-être des fois à même le sol, et ce sont des pays qui produisent aujourd'hui l'essentiel de la matière grise de très haut niveau, au niveau mondial. Donc est-ce que c'est une question de cadre, d'école, ou c'est une question surtout, et excusez-moi, je vais revenir au même point, je suis sûre que vous n'allez pas être d'accord, c'est que l'enseignant est là et il dispense un enseignement de qualité. Quel que soit l'endroit ou la manière avec laquelle il va dispenser ce cours d'anglais ou d'autres matières, et notamment les matières scientifiques. Oui, tout à fait, il y a un problème des enseignants, mais il y a un problème des programmes aussi. Ça fait des dizaines d'années qu'on demande que les programmes soient allégés d'au moins 30 à 40%. C'est là le grand problème. C'est-à-dire qu'il y a un bourrage de crâne, il y a un rembourrage de l'esprit, et les résultats sont là. C'est-à-dire qu'on fait des diagnostics, et on n'a jamais fait un diagnostic, je dirais, sur l'amaigrissement. Il faut dégraisser le mammouth en termes de curricula. C'est là le grand problème. Avant, il y avait 3 ou 4 livres. Moi, je parle des années 60, des années 70, pour l'élève. Aujourd'hui, il y a l'élève avec son armoire derrière. Et ça pose un grand problème. Parce que qu'est-ce qu'on demande à un élève au primaire? Savoir lire, savoir compter, savoir raisonner, d'accord, et être dans le bien-être. Voilà ce qui est demandé à un élève du primaire. Le bien-être. C'est notre paire de manches. C'est ce qu'on demande normalement. C'est ce qu'on devrait, pour bien parler la langue française, c'est ce qu'on devrait avoir. Maintenant, dans la réalité, il y a tellement de matières, il y a tellement d'examens, il y a tellement de choses inutiles. Alors, c'est intéressant parce que je viens d'être informée qu'il y avait une école à Bouznera. Oui. Donc, ils ont détruit une école et donc ils ont ramené tous les élèves dans l'école qui est pas très loin. Oui. Et ainsi, ils ont allégé, parce que du coup, ils ont cours une demi-journée sur... Oui. Voilà. Écoutez, vous évoquez d'autres problèmes. Maintenant, il y a un problème à Témara. D'accord? On a déplacé de 25 km les élèves pour démolir des douars. Donc, comment voulez-vous qu'un élève qui a démarré dans une école, après, au milieu de l'année, ou je dirais au mois d'avril, on l'a déplacé à 25 km. Est-ce que ses parents ont la capacité de l'accompagner? Est-ce qu'il y a un problème quelque part? Vous allez me dire que c'est un cas d'espèce. Oui, d'accord. Mais ce qu'on voit à l'extérieur, parce que l'école n'est pas uniquement Rabat, Kazan, Marrakech ou Fès ou Tanger. L'école, c'est aussi, je dirais, la province. Le monde rural, oui. Voilà, le monde rural. Donc ça pose un grand problème. Mais qu'on démolisse une école et puis qu'on prenne tous les élèves qui étaient dans cette école dans l'autre école et qu'on impose à ceux qui n'ont rien demandé, à ces élèves finalement, eh bien, de ne prendre que la moitié des heures de cours qui sont censées leur être données. C'est ce qu'on appelle le management par l'aléatoire, tout simplement. C'est des gens qui n'ont pas planifié, ils s'en foutent, excusez-moi le terme, de dire, bon, on va caser ces gens-là. Caser, comment caser? Une école, on peut la démolir au mois de juin. Et puis, la construire rapidement en 2 mois, 2 mois et demi maximum, et remettre les élèves. Il y a une question de lourdeur, de prise de décision. Et puis cette transversalité aussi, parce que ceci ne dépend pas uniquement
Et c'est là, en fait, la question centrale, et j'aimerais bien terminer avec cela, c'est que ce n'est pas que le département de l'éducation nationale qui a la responsabilité de cette même éducation nationale. Parce que là, par exemple, il y a 3-4 départements qui sont concernés par les deux phénomènes que nous venons de citer, que ce ne sont que des exemples minimes parmi des centaines, voire des milliers dans notre royaume. Mais la question centrale, c'est que, est-ce qu'il y a une l'implication? Oui, parce qu'avec, par exemple, vous avez parlé de distance, il y a les bus scolaires qui sont dispensés pour... il n'y a pas de bus scolaires dans le public. Dans le rural. Il y a des bus. Non, des bus scolaires pour le rural. Pour le rural, oui, ça existe. Pour le rural, oui, je n'ai pas précisé, oui. Bouznera, ce n'est pas le rural. Non, pas que Bouznera, c'est dans le sud aussi, j'en ai vu dans le sud. Oui, vous avez raison. Et effectivement, ils sont là. J'ai vu des bus de l'INDH, j'ai vu même... Oui, ça existe aussi. Oui, c'est des bus de Jamara dans plusieurs provinces rurales du royaume, et c'est une très très bonne chose, et ce sont des choses à féliciter et à applaudir. Alors pour terminer, parce que notre sujet aujourd'hui, c'est l'anglais, donc cet échéancier devrait permettre à l'élève, en sortant du collège, d'être pas fluent, c'est-à-dire de ne pas parler anglais parfaitement, mais d'avoir une bonne base pour peut-être, à partir du lycée, commencer à apprendre les mathématiques ou d'autres sciences en anglais. Selon vous, est-ce que c'est possible? C'est faisable. Il ne faut pas se dire que ces 2 heures d'anglais vont être les seules 2 heures que ces élèves vont apprendre l'anglais. Parce que les élèves, ils apprennent l'anglais autrement. Il y a d'autres sources d'apprentissage sur Internet. Je donne le meilleur exemple, c'est le petit jeune Idir de Tiznit, qui a appris sur Internet. Il est dans mon école, ça fait 4 ans. Il va terminer son bac cette année, son bac britannique, à l'âge de 16 ans. Il a été accepté dans 3 universités dans la cybersécurité en Angleterre. Il y en a beaucoup de Marocains comme ça, c'est-à-dire qu'ils vont tirer de l'apprentissage eux-mêmes. Donc il ne faut pas se dire non, il n'y a que cette source, il faut être dans cette classe pour apprendre l'anglais pendant 2 heures. Et c'est là où on peut dispenser pas mal de cours d'anglais de manière en ligne. Ça existe, c'est gratuit. La plus grande université du monde, elle est gratuite, elle s'appelle YouTube. Donc les élèves, ils ne vont pas attendre, ils vont apprendre. Ils sont en train de regarder des films sur Internet, ils sont en train d'écouter de la musique en anglais. Alors là, c'est d'où l'adage. Maintenant, peut-être que le disciple risque vraiment de dépasser le maître. Pourquoi pas? Oui. Parce que le rôle du maître doit changer. Le maître doit devenir un facilitateur et non pas la source de l'information. Voilà, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, en fait. Exact. C'est-à-dire facilitateur pour l'apprentissage d'autres choses. Non, mais je peux, au lieu de passer que 2 heures à faire apprendre l'anglais, je peux donner 2 autres heures à l'élève d'apprendre des choses sur Internet et venir pour poser des questions. Et là, les 2 heures vont être mieux utilisées. Pourvu que ce soit entendu. Un dernier mot, professeur Gdira, par rapport à cette anglophonisation. J'y adhère, personnellement, j'y adhère. J'ai quelques réticences concernant les ressources humaines, concernant cette séparation comité de pilotage, comité d'audit et d'évaluation. C'est une charge supplémentaire pour certains professeurs. Moi, je pense que 24 heures, vous allez me dire que c'est la loi, mais 24 heures, c'est trop pour un professeur de collège, parce qu'il aura une charge énorme pour enseigner l'anglais. C'est 4 heures par jour. Pardon. 5 heures par jour. C'est 5 heures par jour. Oui. Presque. Voilà, c'est 5 heures par jour, c'est énorme, je dirais. C'est quoi la moyenne aujourd'hui? Il n'y a pas de moyenne. Il y a des gens qui ne foutent rien, excusez-moi. Il y a des professeurs qui ont 6 heures par semaine. Il y en a d'autres qui ont 24 heures. Voilà. C'est parce que c'est l'offre, la demande. C'est une question d'équité. Non, c'est premier venu, premier servi. Plus vous avez d'ancienneté, moins vous avez de cours. C'est comme ça. Et le proviseur, le directeur régional ne veulent pas trancher. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas. Et ça, c'est problématique. Pourquoi? Pardon? Pourquoi ils ne veulent pas? Ou ils ne peuvent pas? Écoutez, doucement le matin, tranquillement l'après-midi.
Non, mais il y a une pression de quoi? Des syndicats Il y a de tout. Il y a de tout. Restant dans les généralités, en tout cas, il y a un problème quelque part. Mais en tout cas, la solution, elle est là. Oui. Elle a été, il faut le dire, courageusement prise. Tout à fait. Cette décision de généralisation de l'anglais pour l'ensemble des collèges publics marocains, c'est une bonne chose. On attend vraiment à avoir, Inch'Allah, des résultats et surtout quand ce sera généralisé à l'ensemble des collèges du Maroc. Merci beaucoup, professeur Gdjela. Merci d'avoir répondu à nos questions et à vous également, Sibin Khlouf. Merci à vous pour votre fidélité à Questions d'Actu. Très bonne soirée à tous.